Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Bienvenue dans la première vidéo du premier format de cette nouvelle chaîne YouTube. Un format qui va donc consister en l'analyse et la correction de vidéos, d'exécution, de mouvements, de musculation. Des vidéos qui m'ont été envoyées par vous, les abonnés sur Instagram. D'ailleurs, je vous remets l'Instagram juste ici pour ceux qui souhaiteraient m'envoyer leur contribution pour les épisodes ultérieurs. Si vous n'êtes pas satisfait des sensations que vous avez sur un exercice ou que vous n'êtes pas sûr de l'exécution, ou même si vous êtes à un niveau un petit peu plus avancé et que vous êtes en quête d'optimisation, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos et je les corrigerai peut-être dans un épisode futur. En revanche, envoyez-moi uniquement des vidéos en format paysage. Je vous remercie par avance. Avant d'attaquer la première correction de cette vidéo, je souhaiterais faire une petite parenthèse publicitaire parce qu'il se trouve que c'est monnaie courante sur YouTube, n'est-ce pas? Et effectivement, mon retour sur YouTube s'effectue sous le joug, ça se dit, d'un sponsoring. Et je tiens à mettre en avant et à remercier du fond du cœur ce sponsor sans qui rien n'aurait été possible. Il s'agit effectivement de moi-même. C'est moi, c'est moi-même, c'est moi, c'est mon adresse email pour le coaching que je vous mets là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes à cette adresse email avec vos informations, vos objectifs, etc. Et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Parenthèse dinero terminée. Passons tout de suite à la première correction. Alors, le premier exercice qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été envoyée par Ju A. Bon, moi, j'ai que les pseudos Instagram, du coup, on va l'appeler Ju. Et Ju nous propose son interprétation du rowing en barre libre. Donc, je vais mettre la vidéo en lecture sans plus attendre. Et donc, on peut constater qu'on est face à quelqu'un qui a visiblement terminé le tutoriel, qui a déjà un physique, une technique plutôt pas mal. On va dire que l'exécution n'est pas catastrophique. On peut s'accorder à dire qu'on a déjà vu bien pire, que ce soit en salle de sport ou sur les internets, pas vrai. Mais il y a quand même quelques petites erreurs qu'on va développer l'une après l'autre, ok? Mais juste avant ça, on voit qu'il a une ceinture. Et donc, je voudrais faire une petite parenthèse sur la ceinture, pas forcément pour toi, Jules, mais pour tout le monde. Je voudrais rappeler que la ceinture n'est pas un palliatif à la technique. C'est pas parce que on a une ceinture qu'on peut faire preuve de laxisme sur l'exécution du mouvement. Non, ce n'est pas non plus une sécurité. C'est pas parce qu'on a une ceinture qu'on va diminuer le risque de blessure. Ça, c'est totalement faux. La ceinture, en réalité, va nous procurer donc une assistance au gainage, d'accord, qui va nous empêcher du coup d'avoir le ventre qui part en avant. Et cette assistance au gainage, sur le long terme, va nous aider à tonifier les muscles de la sangle abdominale et donc éventuellement à avoir la taille un peu plus fine. Voilà, c'est le concept. Parenthèse refermée, cette exécution n'est pas mauvaise, mais il y a quand même quelques petites erreurs. On va commencer par la première qui, selon moi, est la plus flagrante et la plus gênante. C'est cette oscillation du buste, d'accord? On peut voir, et c'est dommage parce qu'en plus, ta position de départ, si je fais pause là, sur la position de départ, voilà, on peut voir que la position de départ est plutôt bien. Pour deux choses, la première c'est qu'il y a un bon alignement, d'accord, le dos est bien droit. Et la deuxième c'est que il y a une bonne amplitude en fait, tu vois. Je rappelle que la muscu c'est étirement, contraction, d'accord. Donc là la phase d'étirement est présente parce que on voit que tu vas bien chercher en bas, tu as les bras bien étirés, bien tendus, tu as les bras bien tendus, donc les dorsaux bien étirés. Et c'est une bonne position de départ. Si je fais une capture d'écran là, c'est une bonne position de départ. Okay. Le problème, c'est qu'il faudrait partir de cette position et venir ramener dans cet axe-là pour venir travailler les dorsaux de façon optimale. Le problème, c'est que avant chaque démarrage de rep, on peut voir que tu fais une oscillation du buste, on voit que tu te redresses. Et donc de deux choses l'une. La première, il y a un gros manque à gagner pour les dorsaux, d'accord, évidemment, puisque les lombaires viennent voler une partie du travail, tu te redresses, il y a une partie de l'amplitude du mouvement qui est assurée par les lombaires, par ton redressement lombaire, et non pas par la traction au niveau des dorsaux. Ça, c'est un gros manque à gagner. Et le deuxième point négatif de cette erreur, c'est que il y a une réquisition intempestive des lombaires. Donc, premièrement,
hypertrophie potentielle, hein, parce que chaque muscle qui est sollicité, ben, il travaille, donc il peut s'hypertrophier derrière, et c'est pas forcément le but. Si tu veux travailler les lombaires, il y a des exercices spécifiques, notamment le relevé de buste, et surtout en poids de corps, pas avec une charge comme ça. Et le deuxième point négatif, ben, c'est que c'est de l'usure, en fait, tout simplement. Ça peut amener à des douleurs, hernies, etc. Donc ça, c'est une erreur assez grossière, mine de rien. Deuxièmement, tu pourrais éventuellement fléchir légèrement plus sur tes jambes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, donc je parlais de cette première ligne, d'accord? Il y a cette première ligne qui est vachement importante, c'est la ligne du dos, ok? Mais avec des jambes qui sont tendues, donc là, c'est une ligne qui représente les jambes, ok? On va être sur un axe de traction, du coup, vertical. Je rappelle que pendant le rowing en barre libre, on va se servir de nos jambes, en fait, comme un rail qu'on veut suivre et le long duquel on veut tirer, en fait. Okay, donc si tu as les jambes qui sont trop tendues, tu vas créer un rail vertical, tu me suis? Et si tu crées un rail vertical, tu vas tirer donc dans la verticalité, et donc tu vas travailler le haut du dos, en fait, et même limite les trapèzes. Et là encore, l'objectif à travers un rowing en barre libre n'est pas de travailler les trapèzes. Donc plus tu vas fléchir, ok, tu me suis, tu as les jambes tendues, plus tu vas fléchir, plus tu vas créer une horizontalité au niveau de ce rail, d'accord? Et donc, on sera dans un alignement qui permettra du coup de venir travailler les dorsaux correctement. Verticalité, ça va nous faire travailler plus les trapèzes, et une horizontalité va nous faire travailler plus les dorsaux, d'accord? Donc, il va falloir observer ces deux points. Et puis, il y a un troisième point aussi, qui est un petit peu dérangeant, donc toujours dans une optique d'optimisation. On voit que tu as les coudes, en réalité, qui partent un petit peu vers la caméra, d'accord? Vers nous, en fait, parce que tu es de profil. Et l'idée, toujours dans cette logique de suivre le schéma biomécanique optimal inhérent à la réquisition des grands dorsaux, d'accord? Désolé pour les termes, mais c'est les termes. Il va nous falloir, du coup, que les coudes soient le long du corps. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est une orientation du coude, parce que là, tu as un peu le coude vers l'extérieur, il va falloir faire une orientation du coude vers l'intérieur, de manière à ce que les pointes du coude pointent vers l'arrière et pas sur les côtés, comme on peut le voir là légèrement, en fait. Donc, ces trois points ensemble vont déjà grandement améliorer ton rendement et surtout l'isolation au niveau du dorsaux. Parce que de la même manière, quand tu as les coudes un peu écartés, bah, tu vas réquisitionner un peu l'arrière d'épaule. Et là, c'est un rowing, donc le but du jeu, c'est de maximiser la réquisition dorsale. Fléchir les jambes, aligner les coudes vers l'arrière et les coller le long du corps. Suivre le rail des cuisses, d'accord? Pour ramener vers le nombril, ok? Et bien évidemment, arrêter l'oscillation du buste. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, on sera dans la correction de la quasi-totalité des erreurs qu'il y a là. Maintenant, il y a un dernier petit point. Alors, je sais que ça va probablement pas te faire plaisir, parce que tu as une capuche avec un débardeur et une ceinture, et que je sais ce que ça veut dire, hein, dans le milieu du body, tu vois. Il va peut-être falloir baisser un peu la charge, en fait. Parce que pour moi, toutes ces erreurs, c'est des erreurs, comme on dit, de compensation. Et avec une charge lourde, ce sera peut-être pas évident d'aligner tous les éléments que je viens de citer. Alors, il y a deux solutions. Numéro 1, tu réduis la charge. Et numéro 2, tu peux aussi le faire en RAW. Et j'aime beaucoup le RAW. Donc RAW, ça voudra... J'ai fait une vidéo sur le RAW il y a un petit moment, il y a très longtemps même. Mais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo il y a des années, je le maintiens, en fait, tout simplement. Alors c'était une vidéo plus sur les pecs, mais il suffit juste d'adapter. Le RAW peut être pratiqué pour tous les muscles, hein. C'est plus ou moins technique selon les exercices, mais c'est valable. Et en fait, le RAW, j'aime beaucoup parce qu'en réalité, ça te permettra déjà... Donc le RAW, c'est le départ en position arrêtée, d'accord? Parce que là, tu es en tension continue en réalité. Dès l'instant où tu décroches ta barre, jusqu'au moment où tu viens la reposer, tu es en tension sur les lombaires, d'accord? Et ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment. Donc le RAW va te permettre de faire un mouvement qui part d'une position arrêtée, explosif, on repose, et entre chaque rep, du coup, on peut reschématiser. Bien les coudes, bien le dos, bien les cuisses, bien s'aligner, bien fléchir, pas d'oscillation. Et surtout, donc c'était le premier point, et surtout, il n'y a pas une tension continue sur les lombaires. Et c'est ça, vraiment, pour moi, la grosse plus-value par rapport à un mouvement conventionnel. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces précisions et toutes ces corrections t'auront été utiles. N'hésite pas à me faire un retour, et on va pouvoir passer à l'exercice suivant.
on va maintenant passer à la seconde correction de cette vidéo. On va s'intéresser à un clip qui m'a été envoyé par Hugo. Hugo nous propose son interprétation du développé couché avec haltère. Et je suis au regret de t'informer, Hugo, qu'il n'y a rien qui va dans cette vidéo. D'accord? Donc je tiens à préciser qu'à aucun moment mon but n'est de me moquer ou de te descendre, mais plutôt de faire de la prévention. D'accord? En déjà corrigeant ton exercice et en te permettant de ne plus faire ces erreurs qui t'exposent à de gros risques, et on va développer ça, mais surtout en montrant aux gens les erreurs à ne pas reproduire. La première chose sur laquelle je voudrais me pencher, au-delà de l'exécution du mouvement qui est assez désastreuse, c'est ton protocole d'entrée et de sortie du mouvement. Tu prends des risques inconsidérés à rentrer dans ton mouvement comme ça et surtout à en sortir de la sorte, ok? Donc ce qu'il va falloir faire, je te mets une petite vidéo là de moi en train de rentrer et sortir du mouvement, la première chose qu'il va falloir faire, c'est joindre tes haltères, tes bras et tes genoux en un seul bloc. Et c'est un seul bloc qui va pivoter d'avant en arrière pour soit amorcer la série, soit pour te remettre en position assise et lâcher tes haltères dans une position totalement sécurisée. Là, c'est extrêmement dangereux ce que tu fais, surtout la sortie. Je ne sais pas comment tu as fait pour pas te blesser jusqu'ici, mais en tout cas, je t'encourage vivement à arrêter de rentrer et sortir dans le mouvement de cette manière parce que tu t'exposes à de sales blessures au niveau des épaules et des biceps. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser à l'exécution du mouvement. Alors, je vais au-delà de la correction point par point, je vais surtout te donner des notions génériques de pectoraux qui te permettront de repartir sur une page blanche en observant ces règles. Et tu verras que si tu observes ces règles, tu vas avoir de bien meilleures sensations et de bien meilleurs ressentis. Le travail sera beaucoup plus ciblé sur les pectoraux, parce que là, on va pas se mentir, c'est surtout les épaules qui travaillent. Alors, il y a deux erreurs majeures au-delà de l'exécution qui en elle-même est vraiment pas fameuse. La première, ça va être la charge. Je suis désolé Hugo, mais c'est beaucoup trop lourd pour toi en fait. C'est beaucoup trop lourd pour toi. Tu ne descends pas suffisamment, tu fais la moitié de l'amplitude du mouvement. Et je te recommande d'ailleurs, si tu tiens à t'entraîner lourd comme ça, de te faire accompagner par quelqu'un, que ce soit un copain, un partenaire d'entraînement qui va te spotter. Et s'il n'y a personne et que tu tiens quand même à t'entraîner en lourd, tu as deux solutions. Un, tu demandes à un inconnu dans la salle quelques secondes de son temps pour te parer sur ta série avec les mains sur les coudes. Ou alors tu passes sur une exécution, sur un développé couché en cadre guidé sur une machine qui va du coup te sécuriser. J'ai mis la vidéo tout à l'heure, je la remets là pour que tu ailles la regarder. Le développé couché au cadre guidé, c'est la meilleure manière de s'entraîner lourd avec un maximum de sécurité. Ok. Ceci étant dit, l'amplitude n'est pas suffisante, la charge est beaucoup trop lourde, mais c'est surtout les règles inhérentes à l'entraînement des pectoraux qu'il va falloir revoir de A à Z. Alors je vais te donner les fondamentaux. Quand on entraîne les pectoraux, et ce que je vais dire là, c'est valable pour les développés couchés avec barre, avec haltère, les développés inclinés avec barre, avec haltère, les développés déclinés, les déclinaisons sur les machines. Bref, ce que je vais t'expliquer là, tu pourras le reporter sur la quasi-totalité des exercices de pectoraux pour un rendement amélioré, mais surtout une sécurité accrue. La première règle, ça va être, quand tu fais les pectoraux, tu vas systématiquement vouloir sortir la poitrine au maximum. Tu veux que la poitrine soit sortie, tu veux une expansion thoracique maximum pour deux raisons. La première raison, c'est que tu vas augmenter la hauteur en fait de ta cage thoracique et donc la distance que tu vas pouvoir parcourir avec tes haltères ou ta barre et donc l'amplitude de ton mouvement. Et je le répète encore une fois, la musculation c'est étirement, contraction. Donc pour pouvoir maximiser la phase d'étirement pendant le travail des pectoraux, tu vas vouloir faire une expansion thoracique. Comprends-moi bien, je te parle vraiment de bomber le torse de façon exagérée, d'accord? Une fois que ça c'est fait, ce que tu vas vouloir faire, c'est serrer les omoplates. Poitrine sortie, omoplate serrée, et ça pendant la totalité du mouvement. Que ce soit la phase montante ou la phase descendante de ton mouvement, tu veux la poitrine sortie, les omoplates serrées. Et quand tu pousses, d'accord, tu peux même faire le test là, assis sur ta chaise, quand tu pousses avec la poitrine serrée et les omoplates sorties, la poitrine sortie et les omoplates serrées, et que tu pousses, en fait, tu enlèves 90% de chances qu'il y ait une réquisition des épaules en réalité. Parce que, bon, ça, j'ai une vidéo qui va sortir exprès sur le sujet un petit peu plus tard.
mais j'en ai ras le cul en fait de voir les gens travailler les épaules quand ils font les pecs. Donc ça, c'est une des règles qui va vous permettre de définitivement vous débarrasser du travail des épaules pendant les exercices de pecs. Poitrine sortie, omoplate serrée, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être d'envoyer les coudes vers l'arrière. Donc oui, effectivement, c'est bien beau de faire une expansion thoracique, mais là on peut voir que tes coudes sont quasiment vers tes dorsaux et c'est pas bon en fait. Pour étirer les pectoraux et leur donner l'étirement qui est nécessaire à leur développement et à l'optimisation de leur réquisition, il va falloir envoyer les coudes vers l'arrière mon gars. Et en envoyant les coudes vers l'arrière avec une poitrine sortie et des omoplates serrées, tu verras que déjà tu auras des sensations d'étirement qui n'auront rien à voir, d'accord? Au-delà de ces 3 points qui sont capitaux, c'est vraiment capital. Ces 3 points, je vais les répéter encore une fois, mais c'est vraiment valable pour tous les exos de pec. Poitrine sortie, omoplate serrée et on envoie les coudes vers l'arrière quand on descend, d'accord? Donc au-delà de ces 3 points qui sont vraiment génériques et capitaux, il y a un problème au niveau de ta charge, évidemment. La charge est beaucoup trop lourde et l'amplitude n'est pas suffisante. Donc le conseil premier que je donnerais à quelqu'un que je verrais en train de faire ça, c'est de revoir les charges à la baisse, d'accord? Revois les charges à la baisse et repars sur un apprentissage en partant de zéro avec les conseils que je viens de donner. Je te garantis que tu auras de bien meilleurs résultats. Et ça, c'est encore une autre vidéo que je prépare par rapport à l'ego lift, hein, c'est-à-dire que bon, c'est pas un jugement, hein, je sais que c'est super d'aller à la salle, de s'entraîner dur, de pousser lourd, je connais évidemment, mais c'est pas du tout optimal en fait. Et je dirais même que pour avoir le privilège de pouvoir se donner fort et dur et lourd à la salle en étant performant, il faut avoir un niveau de technicité et de maîtrise assez avancé en réalité. Et je voudrais surtout souligner le fait que toi, donc Hugo, avec la moitié de la charge qu'il y a là sur cette vidéo et en adoptant les points que je viens d'énoncer, tu doublerais ton rendement en fait. Tu diviserais par je sais pas combien ton risque de blessure et tu multiplierais d'un coefficient aussi important ton rendement en réalité. Donc vraiment pense-y. J'espère que tu comprends tout ce que j'ai dit et que tu prends pas mal le fait que je t'ai dit que c'était pas bon du tout. Et je pense qu'on va terminer cette explication là-dessus et on va passer à l'exercice suivant. Et on va terminer donc cet épisode avec une troisième et dernière vidéo qui m'a été envoyée par Vincent. Alors à vrai dire, c'est vrai que si j'ai un petit sourire là, c'est parce que j'étais assez content et surpris en réalité quand j'ai lancé mon appel aux contributions donc sur Instagram. Je vous remets l'Instagram ici pour ceux qui voudraient que je corrige leurs vidéos comme je viens de le faire avec les précédentes. J'ai reçu une vidéo d'un de mes anciens élèves et amis qui, bon, aujourd'hui est pro IFBB et donc j'ai trouvé ça marrant qu'il m'envoie une vidéo pour que je la corrige alors que vraisemblablement il n'a pas besoin de moi, tu vois, mais c'était sympa et je me suis dit que j'allais vous raconter la petite histoire en réalité qui vaut la peine d'être racontée. Donc Vincent Dutili, je l'ai rencontré il y a un certain nombre d'années. C'était à l'époque où je préparais donc Jojo Rush pour les compétitions de France IFBB 2015 ou 16 me semble-t-il. Et au moment où on a fait cette vidéo là et que Jojo a donc remporté la demi-finale Nord France, eh bien il y a Vincent et sa femme qui nous ont approchés, qui étaient assez fans du boulot qu'on faisait, de ce qu'on partageait pendant la prépa de Jojo, et c'était extrêmement flatteur d'ailleurs au passage. Et donc c'est à ce moment-là que Vincent est venu vers moi donc pour un coaching. Et bon, on a un petit peu travaillé ensemble, pas longtemps, mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que dans la continuité, il a poursuivi son chemin. Il a non seulement accompli de grandes choses sur le plan personnel, il est devenu pro IFBB, c'est pas rien, donc bon, je te l'ai déjà dit, mais encore une fois, félicitations. Je précise que j'ai rien à voir là-dedans, je suis pas en train de m'attirer les lauriers, loin de là. Mais au-delà de ça, il a ensuite, moi j'ai personnellement arrêté d'entraîner Jojo Rush à un moment donné, et donc il a pris la relève en fait. Donc j'ai un de mes anciens élèves qui est devenu pro IFBB, qui a entraîné un autre de mes anciens élèves qui l'a
rendu pro IFBB aussi, donc c'est extrêmement flatteur, je suis très fier d'eux, donc je voulais vous partager cette petite anecdote. Et donc vous pouvez voir que Vincent Dutili m'a envoyé une vidéo de son exécution du soulevé de terre, donc je le répète, Vincent Dutili est pro IFBB, il n'a donc vraisemblablement pas besoin de mes conseils, mais sachant que j'étais un grand aficionados de ce mouvement, et que lui aussi du coup il m'a envoyé une vidéo de deadlift pour qu'on voit ça ensemble. Donc sur le plan technique, on peut voir déjà qu'il y a une très grande maîtrise technique. Effectivement, c'est un mouvement qui est extrêmement propre. Alors Vincent Dutili, donc c'est quelqu'un qui est un athlète dans la catégorie men's classique, me semble-t-il. Je ne crois pas dire de bêtises, je vérifierai quand même avant de publier la vidéo, mais il me semble que c'est ça. Et donc, la petite chose qui m'étonne en réalité, c'est que dans les men's classiques, l'idée, c'est évidemment l'esthétique qui prime avant tout, les proportions, la belle ligne et une masse, mais du coup une masse harmonieuse. Donc, quand il m'a envoyé cette vidéo de deadlift, effectivement, l'exécution est très propre, il n'y a vraiment rien à dire, c'est contrôlé, c'est maîtrisé, c'est très propre. Mais il y a juste une chose en réalité que je me suis dit que je pourrais donner comme conseil ou comme avis, encore une fois en toute humilité, puisque tu es pro IFBB, je le répète. Mais en réalité, c'est que tu as décidé du coup de faire un mouvement en tension continue. Et la tension continue, moi, bon ça tu le sais déjà, mais je suis pas du tout fan en réalité, parce que pour moi, c'est un moyen d'hypertrophier la sangle abdominale en réalité. Donc si je pouvais apporter ne serait-ce qu'une seule précision en fait, une seule amélioration à ton mouvement, et je me permets de le faire parce que du coup je pense que c'est un conseil qui peut servir à tout le monde, à choisir entre un soulevé de terre en tension continue ou un soulevé de terre en coup par coup, j'aurais tendance à préférer un soulevé de terre en coup par coup, c'est-à-dire que une rep soit séparée, que chaque rep soit séparée, pardon, et qu'on passe le moins de temps possible à retenir la barre et à la maintenir en hauteur. Voilà, parce que du coup, ça fait intervenir tout un tas de muscles stabilisateurs au niveau des lombaires, de la sangle abdominale, des obliques. Et tout ça, pour moi, c'est des facteurs potentiels d'hypertrophie de la taille et de l'épaisseur, que ce soit de face ou de profil. Et donc, je me suis dit que ce serait le seul conseil judicieux que je pourrais me permettre de te donner. Si je devais vraiment te donner un conseil, je te dirais, ma poule, passe en coup par coup, en réalité, parce que du coup tu diminues le temps que tu passes sous tension et donc la réquisition de tous ces muscles stabilisateurs. Et donc à terme, je pense que dans ton optique d'esthétique, ce serait le choix le plus judicieux. Mais encore une fois, tu es parfaitement aux commandes de ton petit bateau, tu sais parfaitement ce que tu fais. Je te félicite encore une fois pour ton parcours qui m'inspire aujourd'hui, sache-le. Mais je sais que tu effectues énormément de travail complémentaire, parce que je te suis un petit peu, par rapport à l'entretien justement de cette ligne, donc que ce soit par le travail du vacuum, de ta sangle abdominale, du gainage, et donc tu as dû estimer que c'est une compensation qui fait l'affaire, ou peut-être que tu n'es qu'un occasionnel de ce genre de mouvement, auquel cas il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est vrai qu'une utilisation prolongée de cette technique de soulevé de terre en tension continue pourrait amener, selon moi, à la détérioration d'une ligne qui est pour le moment très harmonieuse. Voilà, c'est la seule chose que je me permettrai de dire, de corriger. C'est très propre, je te félicite encore une fois pour tout ça, et on va s'arrêter là-dessus les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis donc très content d'avoir finalement lancé cette chaîne française. Donc effectivement, c'est une chaîne où j'avais envie d'être en petit comité, c'est une chaîne où j'avais envie de parler en français, c'est une chaîne où j'avais envie du coup de faire un petit peu la promotion de mon coaching, parce qu'effectivement ce que je viens de faire là au cours de cette vidéo, c'est ce que je fais un petit peu tous les jours. Moi, à chaque fois que je fais un programme pour un de mes élèves, on vérifie ensemble l'exécution de tous les mouvements du programme. C'est pas tout de faire un programme et de le balancer à la personne, mais c'est bien aussi de vérifier qu'il est bien exécuté. Donc je me permets de refaire un petit placement de produit de mon adresse email pour le coaching, pour ceux que ça intéresserait d'avoir du coup
une analyse approfondie de l'intégralité de tous vos mouvements. Ça se passe donc à cette adresse email, vous m'envoyez vos demandes de coaching et on composera ensemble des programmes personnalisés qu'on vérifiera ensuite par le biais de vidéos interposées. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos contributions sur Instagram pour les prochains épisodes. On se retrouve très bientôt.